Bonjour à tous, bienvenue. Je suis François-Xavier Boisserin, je suis fondateur et dirigeant de la société Ingeli. On œuvre dans le domaine IoT depuis maintenant plus de 8 ans. Notre savoir-faire, c'est vraiment de concevoir des systèmes IoT globaux, de la partie matérielle jusqu'à la partie logicielle. Et surtout, le vrai travail qu'on fournit, c'est d'avoir la capacité d'emmener nos clients jusqu'à la production et le maintien des systèmes en vie. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagné par un de nos plus fidèles clients, Jean-Christophe Merci. Fillot, qui va se présenter et qui aujourd'hui va témoigner un petit peu sa vision en tant qu'industriel et comment il a pu intégrer l'IoT. Donc l'idée d'aujourd'hui, c'était vraiment d'avoir le point de vue des personnes qui utilisent au quotidien et qui développent les produits en conséquence. Voilà, donc je vais laisser Jean-Christophe se présenter. Merci. Ouais, Jean-Christophe Fillot, je suis dirigeant d'une société qui s'appelle Polytropique. On est spécialiste de la pompe à chaleur, donc piscine et domestique. On travaille sur plusieurs marchés. On fait à peu près 22 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et effectivement, on fait appel au service d'Ingeli depuis 4-5 ans maintenant, avec des résultats plutôt probants on va vous expliquer ici. Ouais. Donc ce qu'on vous propose, c'est un format, on va essayer avec Jean-Christophe, je vais plutôt lui poser des questions, parce que nous on aime un peu la spontanéité. Si on vous proposera un moment de questions-réponses à la fin pour profiter un petit peu de cette occasion pour que vous puissiez nous poser des questions librement. Si jamais il y a une question en cours de route, n'hésitez pas. On a notre régisseur qui a la chance de pouvoir vous fournir un micro, donc n'hésitez pas. Je vais commencer tout de suite pour te poser quelques questions, Jean-Christophe. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu le contexte de Polytropique dans ton Ouais. marché et puis où tu te situes? On a une PME de 35 personnes à Lyon, juste à côté. On est actif sur deux marchés, le marché de la piscine qui est très majoritaire chez nous et le marché du chauffage domestique. Donc on va principalement parler du marché de la piscine où là on a un petit peu plus de points, un petit peu plus d'impact. Grosso modo, on fait des toutes petites pompes à chaleur pour bassins hors sol que vous avez peut-être chez vous, jusqu'à des très grosses machines sur lesquelles on va chauffer des piscines collectives, des piscines de camping, des aquaparks, voilà, toute solution. Et on avait une problématique par rapport à nos concurrents qui, eux, sont des multinationales, souvent asiatiques, qui viennent en direct de plus en plus sur le marché européen. C'était créer de la différenciation. Et cette différenciation-là, on l'a créée par le service. Qu'est-ce qu'on peut amener à nos clients pour qu'ils soient à l'aise avec nos produits, que ça soit facile pour eux, que ça soit efficace. Donc on a travaillé avec Ingeli sur différentes solutions. Et la première chose qu'on a voulu mettre en place, c'était la connectivité. Récupérer un maximum d'informations sur nos produits, sur nos utilisateurs, pour pouvoir les aider à les utiliser le mieux possible et à les maintenir de façon efficace et rapide. Ce qui est intéressant dans cet environnement-là, c'est de comprendre qu'au final, contrairement à ce qu'on pense, c'est que l'IoT est souvent un produit réservé à l'industrie lourde ou les grands groupes. En réalité, l'objectif chez nous, c'est d'essayer de travailler ensemble avec des PME, parce que finalement, cet élément-là, ce que tu essayes de faire, en fait, c'est de la continuité sur ce que tu fais depuis le départ, c'est Ouais, ça? ouais, C'est-à-dire le service, c'est le point clé qui te différencie des grands, c'est ça. et l'IoT, c'est en gros une C'est un continuité. moyen d'y arriver, ouais, ouais. Voilà. On avait un problème classique de petite PME, c'est-à-dire qu'on était en forte croissance. Et pour garder ce niveau de service qu'on avait développé, alors on avait beaucoup travaillé sur de la personnalisation de hotline, sur de la personnalisation de documents, des mises à disposition de serveurs avec tous les documents, tout ce qu'il faut, beaucoup de formation interne à nos clients. Mais on arrivait à une certaine taille où en fait on était bloqué par nos capacités à avoir des techniciens et à avoir du personnel adapté et qualifié pour continuer à développer ces clients. Donc on a cherché des moyens de gagner en efficacité. Comment on peut continuer à tenir nos promesses de faire un excellent service auprès de nos clients sans avoir à empiler des techniciens, parce que bon, ça coûte cher. Je suis dirigeant d'entreprise, il y a un moment, il faut regarder un peu comment ça... Et c'est comment rare en ça- plus, c'est de ouais. plus en plus rare. En plus, c'est difficile à recruter, ça coûte cher. Et la petite cerise sur le gâteau, dans notre cas à nous, c'est qu'on est quand même très saisonnier. C'est-à-dire que dans le monde de la piscine, on a énormément de boulot terrain et donc de remonter SAV du mois d'avril au mois de fin septembre. Et puis la deuxième partie de l'année, c'est quand même beaucoup plus calme. Donc on avait cette double problématique. Et c'est là qu'on a commencé à analyser nos données, notamment sur nos fichiers SAV, téléphoniques, etc. Et on s'est aperçu que 60% du temps passé par nos techniciens qualifiés au téléphone avec nos clients, c'était ce qu'on appelle de la découverte d'installation. C'est-à-dire, on avait des particuliers ou des professionnels qui nous appelaient. Et déjà, il fallait leur expliquer comment on se servait de la machine, où était le manuel, qu'est-ce qu'il fallait faire, qu'est-ce qu'il fallait pas. Donc on perdait énormément de temps de gens qualifiés sur des tâches relativement simples. Donc on a voulu déjà travailler sur cette première strate-là, de dire, voilà, comment on peut faire pour gagner du temps quand on a nos clients au téléphone.
Sans pour autant compromettre le sentiment de service. Sans pour autant compromettre le sentiment de service, c'est-à-dire qu'on voulait quand même leur garder les raisons pour lesquelles ils travaillent avec nous, c'est-à-dire que quand ils appellent, quand ils ont un problème, il y a quelqu'un qui répond et on est derrière eux. Sur ce point-là, justement, ces sujets-là, vous les aviez traités bien avant qu'on se rencontre. Ouais. Nous, on a commencé à travailler ensemble à peu près en 2021. Comment ça s'est passé quelques années en arrière sur l'approche, justement, la naissance de l'idée de l'IoT et la mise en œuvre? Ouais, je crois que c'est 2017-2018 où on fait cette analyse-là. On cherche un système, donc on commence à travailler avec des prestataires qui nous proposaient de la connectivité. Alors sur d'autres systèmes, on était sur des systèmes LoRa, on était sur des cartes électroniques, on développait tout de A à Z. Et on a commencé, on a fait des prototypes. Et on s'est heurté à une difficulté, c'est-à-dire que le prix et le savoir-faire de nos prestataires, il était certainement très bon dans tout ce qui était hardware, certainement firmware, etc. Mais ça ne collait pas vraiment avec nos besoins d'entreprise. Et on est arrivé à un moment où nos chemins sont un petit peu séparés avec ces prestataires-là, parce qu'on avait un produit qui certainement techniquement fonctionnait, mais qui ne correspondait plus à ce qu'on avait. Et on avait tendance à, pour justifier les prix ou justifier la faisabilité du projet, à mettre des options. Et plus on mettait d'options, et plus on s'éloignait finalement du but numéro 1, qui était de faire du service premium auprès de nos clients. Donc on avait un produit qui était trop cher, et pour justifier qu'il soit trop cher, on mettait plein d'options. Donc on savait tout faire, mais trop cher. Et ce qui est arrivé, c'est quand il a fallu vraiment industrialiser ça, on avait déjà des difficultés techniques sur certains points. Et en plus de ça, quand on a commencé à faire les analyses, on a dit, mais si on fait ce produit-là, nous, ce qu'on veut, c'est équiper 80% de notre flotte de produits. Vous donner une idée, chez nous, c'est 20 à 22 000 pompes à chaleur par an. On voulait faire 80% d'équipés en IoT et on se retrouvait, avec les prix qu'on avait, à potentiellement pouvoir faire 15-20%. Donc le projet était complètement inversé. Donc on a arrêté en se disant c'est pas là où on veut aller. Et on a rencontré Ingéli, où on a repris un petit peu les bases, en se disant voilà, quel est le point de départ? C'est le service. Qu'est-ce qu'il nous faut? Des prix compétitifs sur le matériel, sur la gestion, sur la maintenance. Et puis est arrivée une brique qui a fait qu'on a travaillé avec Ingéli, c'était cette capacité à venir connecter tous les ensembles de la société. C'est-à-dire qu'on fait du hardware, on fait du firmware, enfin vous faites du hardware, du firmware. On a développé le logiciel SAV avec la bonne interface pour nos techniciens. Vous avez connecté ça avec notre ERP, donc une partie de nos données clients était intégrée directement dans nos logiciels. Et moi, ce qui m'a plu, c'est cette approche vraiment de terrain et globalisée de nos problématiques. On avait Ingéli, pour nous, c'est un prestataire qui est capable de mettre les mains un petit peu partout dans la société, là où on en a besoin, et de venir connecter tous ces ensembles. Sinon, on commençait à avoir plein de solutions informatiques, très performantes, unitaires, mais qui avaient du mal à communiquer entre elles. Ce qui est un paradoxe pour faire un système connecté. Ce qui est le paradoxe, effectivement. Voilà. C'est connecté, mais pas entre eux. Le point important de tout ça, c'est l'expérience de Jean-Christophe. Nous, on la vit avec pas mal d'autres clients. C'est que finalement, la vision du dirigeant est toujours là et l'idée derrière la technologie IoT, elle est bonne en règle générale. La vraie difficulté pour les PME, c'est d'être capable de sortir un produit qui soit aligné aussi bien sur le plan de la partie vision du dirigeant et la partie ingénierie. Donc en fait, la IoT, il faut comprendre que c'est un métier qui cumule tous les risques techniques du monde électronique, du monde industriel et du monde informatique. Donc l'approche qu'on a proposée chez Ingéli et qui a tout de suite marché chez Polytropic, c'est de dire on va faire ça sur une interface unique, on va résoudre les problèmes sans que Polytropic ait besoin de se poser les questions sur ce sujet-là. Par contre, nous, en échange, ce qu'il faut qu'on sache, c'est quel est le business model qu'il y a derrière pour pouvoir travailler un produit qui soit adapté économiquement tout de suite. Donc la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a dit, on oublie ce qui a été fait, on ne regarde même pas les cartes électroniques, on ne regarde même pas le produit, on repart du besoin. Le besoin, c'était quoi? C'était réduire les appels au SAV. Donc comment on fait? La question, ça a été comment faire cette information-là. Il y avait 2 points. Le premier, c'est faire un boîtier qui permet d'extraire de l'information de la machine. En plus, la chance que vous avez, c'est que dans tous les mondes du chauffage, en règle générale, il y a déjà des interfaces techniques qui permettent d'extraire quasiment toutes les informations de la machine. Il suffit simplement de développer un boîtier qui va venir chercher ces informations-là et les retranscrire sur une plateforme cloud. Donc la première version, on l'a fait en Wi-Fi, puis on discutera un petit peu de la suite après. Et derrière, quelle était ta vision au niveau applicatif? Comment tu voyais l'usage? Comment tu allais faire en sorte à ce que derrière ce boîtier-là, on s'est connecté, on récupère la donnée, qu'est-ce qu'on en fait et comment on la présente aux différents utilisateurs? C'était quoi ton idée? Il y avait deux envies de vision. La première, c'était côté de nos techniciens SAV, comme je vous disais tout à l'heure. On avait une vraie problématique et de recrutement et de capacité à recruter. Il fallait qu'ils soient plus rapides, plus efficaces. Et pour ça, il faut qu'ils aient la bonne information tout de suite, sous la main, sans avoir à la chercher des heures. Et si possible, les informations de la machine.
D'où l'intérêt de remonter directement toutes les lectures de sons, de capteurs, etc. Et ça, c'était le côté technicien. Et l'autre côté, c'était comment on va pouvoir transmettre une partie de nos savoirs à nos clients et à nos clients utilisateurs. Et là, c'était le côté un peu appli téléphonique, comme on a tous sur nos smartphones. Comment on va pouvoir développer cette interface aux clients? Parce qu'il y a beaucoup d'appels, une large majorité en tout cas. Le client nous appelle pour avoir des informations qui sont dans le manuel, qui sont facilement trouvables sur notre site internet, qui sont un peu de partout. Sauf que une grande partie des clients utilisateurs de pompe à chaleur, ils ne vont pas dans ce niveau de réflexion-là, ils ne vont pas aller à la recherche, ils vont au plus facile. Le plus facile, c'est prendre le numéro de téléphone, d'appeler. Et comme on essaye de faire un bon service aux clients, on répond à tout le monde, donc c'est d'autant plus facile de nous joindre, donc on a d'autant plus d'appels. J'appelle ça des appels un peu fainéants, mais c'est des appels service client. Le gars, il raccroche, il a l'information qu'il veut, il est content, il en parle à son voisin, il en parle à son fournisseur. Bouche à oreille fonctionne. Pour nous, c'est un gage de faire des futures ventes derrière. Donc ça reste une problématique très importante, même au niveau développement commercial. Donc l'approche qu'on a effectivement proposée, c'est de dire il y a une plateforme web technique, métier, orientée pour les techniciens. Et après, l'approche, c'était une approche presque marketing finalement. C'était de proposer l'outil que tout le monde attend sur le plan marketing et gadget, on va dire, dans l'IoT, c'est-à-dire l'application smartphone de l'utilisateur final qui va pouvoir régler sa pompe à chaleur, consulter la température de son bassin avant d'aller se baigner. Et en fait, finalement, on s'en est servi de prétexte pour avoir un lien direct avec lui et de lui pousser de l'information en temps réel. L'un des exemples plus fréquents, c'est a priori, en plus, vous avez une particularité sur vos machines, tous les codes erreurs sont particulièrement bien codifiés et expliqués dans le manuel. Comment toi, ta vision, tu voulais qu'on interprète cette information-là pour la présenter à l'utilisateur final? Il y a deux choses. Il y a d'un côté, j'ai une erreur et depuis mon appli, je suis client utilisateur, depuis mon appli, déjà ça s'allume en rouge, je clique dessus et au lieu de lire un code erreur, bah là du coup on a la capacité à expliquer ce que c'est, pourquoi, et puis tout un déroulé documentaire derrière qui nous permet de faire du troubleshooting ou de la FAQ en live, mais spécifié sur ce numéro de série-là et spécifié sur cette machine-là. Ce n'est pas des choses génériques. On réussit à avoir des choses très très pointues vraiment sur ce produit-là, même quand c'est des petites séries. Et puis la deuxième avantage pour nous, là c'est plus du côté de nos techniciens, c'est que quand ils remontent l'information qu'ils ont le client au téléphone, ils se connectent au produit et ils ont eux aussi tous les fichiers, toutes les informations de ce produit-là en un clic et ils ont toutes les alarmes, ils ont tout l'historique de fonctionnement. Donc on est capable de voir un peu comment l'installation se comporte, comment elle est utilisée et ça évacue, je ne sais pas si vous avez les mêmes clients que nous, mais on a quand même une partie de nos clients qui ont le fameux « Ah, c'est pas moi, j'ai rien touché, non, c'est pas vrai, c'est mon chien, voilà, ça s'est fait tout seul ». Là, on a tout un historique. Alors, c'est pas pour aller se battre avec lui et lui expliquer on voit tout. C'est surtout pour aller à l'essentiel et gagner du temps. Et surtout la découverte de l'installation. On a des clients qui ne savent pas comment régler une vanne, où est-ce que c'est laquelle vanne, j'en ai 6, c'est laquelle, des choses comme ça. Là, avec toutes les informations qu'on a, on arrive à découvrir le fonctionnement très très vite. Et on a les infos sans avoir à se demander est-ce que le client, quand il lit mon manomètre de pression, il le lit correctement ou il se gourde d'unité. Voilà. Oui, justement, en parlant d'unité, tu as une particularité dans ton métier, même si tu restes une PME locale, ouais. Ton rayonnement il est international. Oui, on travaille pas mal avec Et justement, quels sont les points justement qui nous ont poussé ensemble à travailler je pense notamment, on parlait d'unité, grand classique de l'unité. Vous avez un client en Amérique, vous lui donnez une documentation, il ne saura pas faire la traduction. Non. Comment justement on a essayé d'intégrer cette notion-là et comment toi, quelle est ta vision que tu nous as proposée, qu'on a intégrée dans nos produits? En fait, on a des machines qu'on est capable de distribuer sur toute la planète. On s'adapte forcément aux certifications, aux spécificités de chaque continent. Mais on avait un souci, c'est que nos principaux concurrents sont asiatiques, ils sont directs sur toute la planète. Et quand on venait expliquer notre solution de service, on intéressait le client. Jusqu'à un certain moment où dans notre discours, ça s'arrêtait. Ça s'est très clairement passé avec un client en Australie qui nous dit « Moi, j'aime bien vos produits, j'aime bien votre façon de voir les choses, il n'y a pas de souci. » Mais on a 8 à 10 heures de décalage horaire selon où on est en Australie et la saisonnalité. Comment je fais pour vous joindre quand j'ai un problème, quoi. Et là, encore une fois, cette connectivité nous a fait sauter ce verrou-là. D'un coup, avec les plateformes accessibles par nos clients, avec la capacité à lui transmettre notre savoir et à enregistrer les données, il avait presque plus besoin de nous pour tout ce qu'on appelle le niveau 1, c'est-à-dire les pannes basiques, les réglages, les mises en place, etc., les mises en route. Il était capable de faire. Pourquoi? Parce qu'on lui met à disposition nos plateformes,
il se connecte à un numéro de série, il a toutes les informations sur ce numéro de série, il a les relevés de données de la machine, et du coup, il est capable de faire le boulot quasiment lui-même. Donc on est aussi dans une démarche de transférer une partie de notre savoir-faire et de notre expertise à nos clients, alors partenaires, on ne diffuse pas ça comme ça, il faut quand même les former, il faut quand même passer un peu de temps avec eux, mais ça marche très très bien avec les partenariats. On essaye chez Polytropique d'avoir des partenariats forts par pays. Donc grosso modo, on a un distributeur par pays en Europe, c'est dans certains pays sur la planète, et là on leur transfère un maximum d'informations, on les forme. Et encore une fois, le système nous a aidé beaucoup à développer ces partenariats parce que le gars, il fait pas d'erreur. Il a un numéro de série, il a tous les documents, toutes les informations sur ce numéro de série-là. Il n'est pas obligé. Avant, on en mettait à disposition des serveurs, des accès documentaires. Une fois sur deux, il ne prenait pas la bonne machine, il se gourait de manuel, du coup il n'avait pas le bon écran, pas la bonne truc, bon ça marchait qu'à moitié. Là on peut plus se tromper. Donc ça aide aussi à rassurer le client et à lui donner capacité à aller plus loin lui-même dans son diagnostic et son service. On parlera tout à l'heure un peu de ROI au sens global, parce que là on vient de toucher du doigt des choses qu'on réévoquera tout à l'heure. On va continuer à travailler sur la solution. Comment s'est fait ce développement produit de ton point de vue en tant que client? Est-ce qu'on l'a fait par étapes? Comment tu l'as intégré dans tes équipes? Est-ce qu'il y a au-delà de nos aspects techniques purement de notre métier, de notre bureau d'études, comment toi tu as vécu ces aspects-là et qu'est-ce que tu conseillerais sur le rythme de développement et l'approche de ces éléments-là? Vous nous avez prouvé que vous pouviez être rapide, ça c'est clair, parce que la première version, je crois qu'on l'a développée en 6-8 mois. Ouais. Donc on sortait d'un échec avec un prestataire, je vous en ai parlé rapidement, et on a voulu rattraper le coup. On avait des salons, on avait fait des promesses à certains clients, on s'était un peu avancé sur des choses qui devaient sortir. On a vu que ça partait un peu à volo, un Gély est arrivé, on a réussi à sortir la première version très très vite. La clé pour moi, ça a été vraiment de emmener une grande partie de l'équipe et une grande partie de la boîte vers ce projet-là, en expliquant à tout le monde que voilà, on allait changer nos façons de faire. Ça va impacter un petit peu tous les services, ça va impacter tous les gens qui sont à l'ADV parce qu'ils remplissent le RP. Il y a des champs qu'on n'était pas obligé de remplir avant, maintenant il faut les remplir. Il y a toute une réorganisation autour de cette vision-là, de ce projet d'intégration à mettre en place, mais ça a été plutôt bien vécu par les équipes. Et puis après, on a mis un chef produit IoT vraiment dédié au quotidien sur ce projet-là parce qu'effectivement, ça demande quand même beaucoup de boulot, d'investissement. Et puis pour nous, c'était un nouveau métier, hein. C'est pas quelque chose qu'on connaissait. Donc il faut mettre un peu d'effort, mais le jeu en vaut la chandelle, quoi. Très bien, justement sur le produit, est-ce que toi tu as en tête les étapes clés sur le développement du produit? Parce qu'aujourd'hui, effectivement, nous techniquement on peut aller vite sur plein de domaines, mais il y a quand même une réalité en face, c'est il faut former les équipes, former les clients des clients. Le processus, on est même plus dans de l'IoT, on est dans la transformation digitale profonde. Comment toi tu as vécu ces éléments-là et surtout quelles sont les étapes? Est-ce que tu peux faire une petite roadmap du produit depuis le départ sur les éléments clés qui à chaque fois te permis de passer des steps? Ouais, le premier élément clé, je pense, c'est on avait bien compris que cette première version avec notre prestataire précédent était trop cher, trop costaud. Donc réussir à développer un produit qui rentre dans nos budgets et nos coûts. Ça, c'est la première étape clé, qui était Wi-Fi à l'époque. La deuxième étape, très très vite, un an après, c'est qu'on s'est aperçu que dans nos métiers à nous, les pompes à chaleur, c'est à l'extérieur de la maison, c'est pas tout le temps accessible en Wi-Fi, où ça demande des efforts aux clients de venir tirer un répéteur, etc. C'était un frein. Et donc, on a très vite travaillé avec Ingéli sur une solution 4G, mais avec un coût très accessible. Et puis on a décidé sur tous nos produits haut de gamme d'intégrer la 4G d'office et de déployer la solution très très vite. Ça c'est l'étape numéro 2. Et l'étape numéro 3, je pense que c'est ce qu'on est en train de finaliser aujourd'hui, c'est de faire la liaison entre tous nos logiciels, tous nos savoirs, toutes nos informations un peu partout dans la société, les amalgamer, et venir les sortir au bon moment dans les interfaces web, notamment ce qu'on appelle le Technicenter. Nos techniciens se connectent, ils ont la vue de la machine, ils ont la vue sur tous les documents, donc la machine en live, la vue sur tous les documents relatifs à ce numéro de série-là, et puis tout ça est connecté à l'ERP, donc on connaît le client, on sait la garantie, on connaît toutes les infos administratives et commerciales, quoi. Et ça permet d'avoir une vision assez globale. Voilà, n'importe quel technicien SAV prend un appel, il sait à peu près à qui il parle, et qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire, quoi.
Oui, la force même cette année, il y a eu l'expérimentation de mettre des commerciaux en renfort qui se sont servis des outils SAV pour faire les premiers diags et faire le tri sur la hotline au niveau N1 pour essayer de soulager les techniciens compétents. Donc ça, c'était un vrai succès sur le produit parce ça, c'est un vrai co-développement qu'on a fait ensemble. On a développé un produit spécialisé pour le SAV. Là, on sort même de l'IoT pur. L'IoT vient accélérer l'information et c'est un vrai travail co-construit qui permet justement en quelques semaines, de faire apprendre avec l'IA qu'on a mis dedans au système, une vraie capacité de connaître l'ensemble des dossiers et de permettre de résoudre les problèmes classiques, pièces détachées qui tombent en panne à partir d'un code erreur, enfin tous des éléments où il n'y a pas de décision, il n'y a pas de nécessité d'avoir un technicien compétent. Nous, c'est un peu l'approche qu'on essaye d'avoir avec un GI, c'est que chacun de nos clients essaye de comprendre leur métier et de traduire ça d'un point de vue logiciel avec un objectif, c'est d'éviter la ressaisie systématique. Donc dès qu'on peut intégrer le RP, à l'inverse, on augmente le RP, on lui permet de faire de nouvelles fonctionnalités en lui poussant de l'information. Donc ça, c'est vraiment un travail qui est important parce que si vous avez simplement une brique où vous pouvez consulter des données, d'ailleurs, ceux qui sont dans la salle, qui connaissent ça, vous pouvez avoir des milliards de données. Regardez sur 70 000 machines aujourd'hui, tous les matins, l'ensemble des courbes de température. Je ne suis pas sûr que la pertinence elle soit là. Donc la question c'est comment je fais parmi cette masse d'informations, parce qu'on parle de milliards de points aujourd'hui, comment je fais en fait pour savoir quelles actions je mets, comment je peux être à la fois actif quand il y a une question, mais aussi proactif dans l'autre sens, c'est-à-dire consulter le client et lui dire attention, là, on a vu qu'il y a potentiellement un problème, il faudrait hiverner votre machine correctement. Voilà, donc on est arrivé sur des phases aujourd'hui où on travaille en permanence avec vos équipes, mais c'est valable pour Polytropic, c'est valable pour l'ensemble de nos clients. On essaye d'être proche de vos métiers pour essayer d'intégrer un produit qui soit non pas une brique, mais un écosystème logiciel qui réponde à des vrais enjeux. Je pense justement, est-ce que tu peux nous décrire rapidement tous les services chez toi qui ont été impactés par l'ensemble des suites produits qu'on a développés? Quasiment tous, hein. Ça touche un petit peu partout, que ce soit la supply, que ce soit les commerciaux. Mais je voulais revenir sur les commerciaux parce que c'est effectivement, comme on est très saisonnier, en pleine saison, on a toujours du mal, on n'a jamais assez de techniciens. On en tourne à 350, 400 appels par jour. C'est impossible quasiment impossible. Et donc on a demandé alors aux techniciens R&D de venir nous filer un coup de main, mais ça se passe plutôt bien parce qu'ils ont des grosses bases techniques, ils connaissent les produits par cœur, il n'y a pas de problème. Et on a demandé aux commerciaux de venir déblayer un peu les questions de base. Et la première année qu'on a fait ça ne s'est pas super bien passé parce que dans notre contexte, il faut comprendre qu'on fait 20 000 machines, mais on a 55 ou 58 gammes. C'est-à-dire qu'on travaille un peu comme les plateformes automobiles. On a une gamme qui est standard et puis dessus, on va mettre tout un tas d'options. Mais nos commerciaux ou nos clients ne connaissent pas toutes nos options et ne connaissent pas toutes les spécificités de chaque gamme. Et on arrivait avec des gars qui croyaient bien faire en donnant telle information. Manque de bol, sur cette gamme-là et ce client-là, cette option-là, elle n'y est pas. Ou c'est un autre écran, c'est une autre interface. Et donc le gars, il se prenait les pieds dans le tapis. Et au lieu de faire du bien, il créait plus de problématiques. Donc avec le système qui a été mis en place, cette récupération d'infos, cette classification des éléments et de toutes les informations générales, presque globales, que ce soit R&D, supply, ERP et technique, le gars ne peut plus se planter. Donc nos commerciaux, on leur a dit maintenant vous allez y retourner, mais vous allez suivre, vous allez utiliser le Technic Center, vous rentrez le numéro de série et vous faites confiance à tous les FAQ et à tous les documents qui sortent. Et s'il y a une erreur, c'est pour moi, c'est pas pour vous. Ils se sont sentis vachement rassurés. Et pour moi, c'est la preuve de l'efficacité de la solution qu'on a voulu développer, c'est que d'un coup, on était capable de transformer un commercial ou un non-expert en presque expert. Alors chez nous, on parle de niveau. Il y a des niveaux 1, des niveaux 2, des niveaux 3. Le niveau 1, il est complètement assimilé. Toutes les questions de base, les questions informatives, les petits problèmes ou on va dire les mauvais usages, ça c'est nettoyé, c'est totalement maîtrisé. Et il nous reste, mais encore une fois, on a besoin de techniciens experts. On ne va pas sur les très très gros problèmes. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, 80% ou 70% de nos appels, c'est des problèmes de niveau 1 facilement solvables. Hein. C'est des choses informatives ou des mauvaises manipulations. Et ça, pour moi, c'est la réalité. Transformer une idée, une vision en réalité terrain qui nous fait gagner du temps, de l'argent, là, on en a la preuve. Ça a fonctionné. Au lieu d'aller chercher des intérimaires, comme on faisait il y a quelques temps pour aller renforcer nos équipes, on vient en interne, on motive les gens. Et en plus de ça, on leur donne les moyens de ne pas se tromper. Ça fonctionne. Le deuxième effet qui se coule de ça, si je veux dire, c'est que une fois qu'on a prouvé à toutes nos équipes que des commerciaux sans vraiment compétences techniques étaient capables de devenir des techniciens avec ce qu'on leur mettait dans les mains, et ils ont facilité à aller vendre ce projet-là à nos clients. Et ils disent, non mais regarde, si les mecs de chez moi ils y arrivent, chez toi ils vont y arriver. Donc ça nous aide aussi à déployer à l'export tout le système. Donc voilà, c'est la preuve
par lui-même que notre idée, elle fonctionne, la mise en place, elle fonctionne, et qu'on commence à avoir les retours sur investissement. Ouais. Ce qui est important de noter, tu l'as peut-être pas forcément dit, mais l'un de tes principaux business aujourd'hui, c'est pas forcément la vente de ta marque, mais c'est ta capacité à proposer des produits en OEM, Ouais. en marque blanche. Justement, ça c'est une contrainte forte dès le départ dans le projet. Comment aujourd'hui ça s'intègre et quel est l'apport des solutions comme ça sur le périmètre OEM? C'est un peu ce que je viens de le détailler un petit peu, mais effectivement, on a 54, 55 gammes différentes avec un maximum de composants communs, mais énormément de solutions déployées derrière. Ça nous permet de segmenter le marché, ça nous permet de répondre et de coller à chaque besoin, chaque typologie client, ceux qui font du haut de gamme, du prix, de l'internet, etc. Et encore une fois, sur 54 produits, je peux difficilement demander à tous mes techniciens de connaître par cœur les 54 gammes, les 54 définitions et de connaître les produits par cœur. Le système nous aide. À chaque fois, on va se connecter au produit, on se connecte à toute sa nomenclature, on a toutes les infos. Donc on n'a pas vraiment à se poser la question de savoir comment je vais régler l'écran. Est-ce que c'est un écran de tapis plat avec 3 touches, avec 4 touches, avec 10 touches? Le système nous le dit. Donc ça facilite derrière les discussions pour le SAV, pour la maintenance, et avec tous les techniciens sur place. Ce qui est intéressant, c'est que dans le système qu'on a développé, on a intégré cette notion d'OEM dès le départ dans l'esprit. Ça se traduit comment? Ça veut dire qu'au niveau logiciel, on est capable de proposer les applications smartphone, les applications web ou des intégrations qui sont complètement marque blanche ou complètement intégrées dans les produits clients. Ce qui permet en fait de garantir en tant que fabricant, toi, d'avoir accès à l'information de haut niveau, donc de continuer ton niveau de service, et en même temps de permettre à tes distributeurs d'avoir un élément différenciant sur le terrain parce qu'ils s'approprient tout de suite une solution connectée, le gadget de la télécommande, et en plus tu leur transfères la compétence sur le niveau N1 qui permet d'avoir d'autres manières de commercialiser, et ça peut faire la transition justement sur la partie ROI. Ouais, un client qui maîtrise ses produits, il a confiance, il va aller les vendre, il est rassuré, il sait que ça va bien se passer. Des clients qui ne sont pas en compétence de maîtriser leurs produits, des fois c'est plus compliqué. Les commerciaux ont de temps en temps, je vais dire tout le temps, mais tendance à vendre très bien ce qu'ils connaissent très bien et un peu moins bien ce qu'ils découvrent. Et là c'est aussi un moyen pour nous de les rassurer, de leur dire non mais regarde, vos services vont maîtriser quasiment aussi bien que nous les produits, leur maintenance et toutes les problématiques. Voilà, et un client lambda, final, installateur, il vient chez un distributeur. Si le gars il maîtrise le produit, il le rassure sur le service, il a plus de chances de faire la vente que si vraiment il tâtonne et il bafouille à chaque fois qu'on lui pose une question technique, quoi. Donc toutes ces interfaces-là aident aussi à ça. Justement, avant de vous laisser un peu la parole, éventuellement vous laisser poser des questions. On va parler du point qui est quand même important. On développe des systèmes, c'est quand même pour une question de business. Il y a une notion de ROI. Bon, là, on a senti quand même qu'il y a une notion de ROI déjà sur la performance opérationnelle en interne. Le fait de ne plus avoir besoin d'embaucher des intérimaires, de passer des heures à former des techniciens qui restent une demi-saison, etc. Ça te permet de fédérer les équipes et d'améliorer la qualité en interne en le pressant. Maintenant, est-ce qu'il y a des éléments plus factuels sur ton marché, un peu plus économique, qui permettent de montrer, qui sont en partie liés à ce système-là dans l'approche en termes de gains? Nos marchés, piscines, maisons, c'est quand même des marchés qui sont friands de connectivité, d'IoT, il y en a partout maintenant. Et ça nous donne une capacité à faire le service, à se positionner comme ayant des gens qui sachant faire de l'innovation. Et ça nous donne aussi des possibilités de nous interconnecter avec d'autres services, notamment la domotique, que ce soit maison ou que ce soit piscine. Ça nous donne aussi un avantage par rapport à certains concurrents. Une fois qu'on sait remonter les données, on sait les déployer un petit peu partout. Donc c'est aussi un plus où on s'aperçoit qu'effectivement certains clients distributeurs nous disent moi je bosse avec tel système, est-ce que tu es capable de t'intégrer dans tel environnement, telle interface de domotique? Et comme on peut le faire parce qu'on remonte tous nos données, bon après c'est votre métier de faire les API, je vous laisse faire, t'en parleras mieux que moi, mais ça nous donne aussi des opportunités marché par rapport à nos concurrents chez qui ils débutent. Oui, on est capable de s'acoquiner avec vous et d'ouvrir des serveurs, mais comme ils n'ont pas encore la remontée de données, c'est compliqué. Enfin, ils partent de 2 étapes en arrière, quoi. Ouais, donc aujourd'hui, tu considères que le système qui a été mis en place de ta vision, on sort du périmètre gadget traditionnel, on est vraiment sur un élément différenciant qui est intégré dans ton business. Je le dis à mes équipes là, depuis 2-3 ans, mais c'est vrai que ça a été une transformation globale. On parle de digitalisation des entreprises, c'est ça, c'est pas que ça, il y a d'autres digitalisations dans l'entreprise, c'est sûr, mais dans notre façon de voir nos produits, notre clientèle et nos services, ça a changé beaucoup de choses. Comme je le dis souvent aux commerciaux, on vend quasiment plus de pompes à chaleur. Des pompes à chaleur qui
performantes. Il y en a plein, il y en a partout. Maintenant, on vend du service de la pompe à chaleur, de la solution, de la maintenance, de la supervision de produits qui font du chauffage. Que ce soit une pompe à chaleur ou autre chose, pour nous, c'est quasiment la même approche. Par contre, c'est notre capacité à aller faire plus, à rassurer le client et lui enlever des contraintes de service et de maintenance, de SAV, avec lesquelles on fait la différence. C'est plus vraiment le produit lui-même qui a été trituré dans tous les sens et où on arrive à des produits qui fonctionnent quasiment chez tout le monde aujourd'hui. Bah écoute, merci Jean-Christophe. Merci Je pense à qu'on toi. a déjà fait un bon tour. L'idée, c'était vraiment de vous montrer que même à l'échelle de PME, même locale, on a les capacités de vivre face à des géants, avec vraiment une approche des visions de dirigeants et des capacités techniques à réfléchir ensemble et à construire des nouveaux produits, des nouveaux services. Et en fait, la clé aujourd'hui de l'IoT, c'est pas le matériel. Le matériel, vous ferez le tour ici. Il y a beaucoup de mes confrères qui vous proposeront plein de matériel. La clé, pour moi, c'est pas le matériel, c'est la vision, l'alignement du business model, et ensuite on regarde la solution technique. Et si elle est en adéquation économiquement, il y a des possibilités de faire des choses plutôt intéressantes et de faire progresser des sociétés, que ce soit des PME, des ETI, également des grands groupes. Mais les grands groupes, généralement, ils ont peut-être moins besoin de nous. Quoique des fois, en termes de performance, peut-être. Où on s'est bien trouvé, où Angélie nous a aidés, c'est que, effectivement, pour nous, petite société, on a eu la première expérience qui s'est mal terminée. On n'a pas le savoir. Donc on a besoin de s'appuyer sur des gens qui comprennent nos besoins et qui, quelque part, vont faire le boulot à notre place. Et ce qui a bien fonctionné chez nous avec vous, c'est le côté où finalement vous êtes quasiment intégré dans la boîte aujourd'hui comme un espèce de service détaché, spécialisé dans l'expérience client côté IoT et digitalisation. Et c'est ce qui, à mon sens, a fonctionné. C'est qu'on ne vient pas juste faire du hardware, juste faire du firmware, juste faire du... On a une vision globale et vous êtes capable de nous aider à avoir cette vision globale et à de déployer sur la totalité du périmètre la solution. Et c'est ce qui fait qu'elle fonctionne. Parce elle arrive à un point où elle répond à nos réalités terrain. Souvent, on a du mal à faire cette interface. Et ça, je dois reconnaître, vous l'avez bien fait. Merci Jean-Christophe. Bravo. La solution en question, nous on est sur le stand E316. On est dans un collectif qui s'appelle Traboulway, il y a la société Ingi dessus. Donc si vous voulez une démonstration des produits, on a l'autorisation de Jean-Christophe de vous les présenter en l'état, même sur des machines en production pour montrer qu'elles marchent très bien. Derrière, ça vous permettra, si certains le souhaitent, je serais ravi de vous faire une démonstration ou un de mes collègues. Ce que je vous propose maintenant, c'est éventuellement, si vous avez des questions pour l'un ou l'autre, n'hésitez pas, on aura grand plaisir à y répondre et faire de cette interview quelque chose d'assez interactif. Ou alors on a été super clair, c'est possible. Monsieur là-bas. Oui, bonjour. Pour tout ce qui est réponse de niveau 1, là, que vous mettez en... Bonjour. 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 Pour toutes les réponses de niveau 1 auxquelles vous répondez, vous exprimez sur vos plateformes à l'appel de vos clients, est-ce que l'IA pourrait, bientôt, vous prévoyez un horizon proche où l'IA va le faire à la place de vos tech? Effectivement, on est en plein dedans. D'accord. C'est déjà en cours d'intégration chez Angélie. On a une grosse réflexion sur le parcours client. On va le faire une partie sur nos techs, certainement pas à 100%. Parce qu'on a besoin de compétences quand même frigo, électronique, électrique un petit peu poussées. L'IA est très bien pour les questions niveau 1, vraiment premier niveau. Dès que ça devient un peu plus complexe, aujourd'hui les outils qu'on a sont trop génériques. Et sur quel modèle d'IA vous partiriez? Alors là, on va prendre un partenaire qui est spécialisé dans le monde de la maintenance, qui utilise, je pense, ce sera des modèles Mistral a priori. On en essaiera plusieurs. L'idée, c'est... Le sujet, c'est pas tant le modèle, c'est qu'aujourd'hui, chez Ingi, on a créé une suite logicielle qui permet déjà de matérialiser la documentation, qu'elle soit en nomenclature, qu'elle soit sur les documentations techniques, les troubleshooting. Donc on a déjà de l'information qui est très catégorisée. À partir d'un numéro de série, vous avez une doc sur mesure pour chaque machine. Et donc l'expérience qu'on est en train de faire, c'est justement de faire digérer toute cette information qui a été faite par les techniciens de Polytropic, qui est qualitative, pour la faire nourrir à l'IA. Et le vrai sujet, c'est pas le modèle, c'est que par rapport à d'autres essais qui existent sur de la doc PDF fabricant standard, on sait qu'on va avoir un taux de résultat qui sera tellement précis qu'à terme on va pouvoir effectivement peut-être intégrer un vrai assistant dans les applications smartphone qui permettra en fait de traiter quasiment tous les sujets de niveau 1 qui ne nécessitent pas d'intervention technique derrière. Et ça sera une réalité, je pense, pour ton salon piscine en 2026. Ouais, l'idée derrière, c'est vraiment de pouvoir répondre à tous les clients, particuliers, pros.
les premières questions, tout ce qui n'est pas très technique, on évite de venir polluer les lignes des techniciens qualifiés et que l'IA puisse faire le boulot. Tout en faisant la transition. C'est-à-dire que c'est là où peut-être il y aura une petite difficulté à lever. C'est à partir de quel moment on va dire stop à l'IA pour qu'elle le transfère vers un technicien qualifié. Là, on n'y est pas tout à fait encore. Et pour revenir sur la question initiale du modèle, ce qui nous importe, nous, on n'a pas du tout parlé dans cette conférence sur le plan technique. Ce qui est très important pour nous, c'est que dans les applications qu'on fait notamment chez Polytropique, il y a beaucoup de secrets industriels. Il y a des EIM, il y a des choses que je ne peux pas vous dire, je connais, mais que je ne peux pas vous dire. Pas le droit. Et la question de l'IA, la vraie question, c'est la souveraineté. Donc aujourd'hui, on travaille plutôt avec des partenaires où le sujet, c'est d'avoir des modèles open source, qu'on voit tous, je pense qu'on en a évalué plusieurs, et surtout d'avoir la capacité de la maîtriser pour être sûr que demain, si on donne accès à un OEM par exemple, l'accès à cette IA-là pour son support N1, que l'IA ne trahisse pas des secrets industriels d'un autre OEM. Voilà. C'est des sujets qui paraissent tout bêtes, mais qu'aujourd'hui certains apprentis sorciers se jettent sur certains modèles d'IA un peu moins open source et un peu plus opaques sur l'utilisation, qui peuvent potentiellement, si on se jetait dessus, si j'y sais, je l'avais écouté dès le départ, on y serait déjà, je pense, dans cette situation-là. Donc notre travail, c'est aussi d'avoir ce garde-fou-là pour te concentrer non pas juste la techno, faire des démonstrateurs IA, c'est pas compliqué. Le vrai sujet, c'est comment j'industrialise et je continue à avoir un écosystème qui soit fonctionnel, périn et qui surtout réponde à mes exigences en termes de confidentialité. Puis qui contrôle. Parce que je vous le disais tout à l'heure, nos OIM, nos distributeurs, on leur donne accès à tous ces logiciels, ça les rassure, ça les aide à faire de la vente, ça les aide à faire du SAV, donc c'est moteur de commercialisation. Mais il faut que ces données-là, elles restent chez nous. Si d'un coup elles sont chez tout le monde et que tout le monde a accès, pourquoi rester chez nous si l'information est captable chez n'importe qui? Donc il y a quand même une donnée, effectivement, un côté stratégique qu'il faut maîtriser. Ouais. D'accord. Et pour former vos commerciaux, vous leur faites faire des exercices de formation, vous les soumettez à des examens, des tests, non? Ouais, on a un petit protocole de formation, donc ils viennent toucher les produits, ils viennent faire, et puis après on fait des exemples. C'est-à-dire qu'on pioche un peu les questions de niveau 1 les plus bateaux et on leur fait suivre le protocole en sachant qu'on allait très très dans le détail sur toute la suite logique, la suite documentaire d'Ingéli où chaque code alarme, chaque problématique a été documentée par Maxime qui est là et on donne les réponses sous forme de troubleshooting. Donc une question, oui, non, voilà ma question. Et à chaque fois on oriente en fonction des réponses de l'utilisateur, soit sur son appli, soit sur son PC, pour aller à la question suivante et à la solution à la fin de toutes ces questions. Donc en fait, nos commerciaux n'ont quasiment qu'à suivre ces trames-là. On leur explique, on leur donne le compte, ils connaissent, ils sont du métier quand même, ils ont quelques bases, mais on leur explique comment faire pour suivre, cliquer au bon endroit et suivre le déroulé. Et déjà avec ça, 80% des questions, c'est répondu, quoi. Merci. 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 Nous avons madame ici. Bonjour. Tout d'abord, merci pour cette conférence, ce témoignage. C'était très, très instructif. Merci. J'ai une petite question sur la rétrocompatibilité. Parce qu'aujourd'hui, vous me parlez de transition, de transformation digitale. Vous avez créé des nouveaux outils, des nouveaux process. Comment vous faites aujourd'hui pour les gammes qui existaient avant cette transformation? Est-ce que vous allez créer de la rétrocompatibilité? Est-ce que vous avez deux systèmes parallèles? Voilà. Merci. Ça, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais c'est une des évolutions qu'on a fait il y a un an et demi. C'est-à-dire qu'on s'était beaucoup, peut-être trop focalisé sur la connectivité. On avait développé le système dont on vient de parler, uniquement en se disant les machines connectées, les machines connectées. Et puis on a quand même une partie du parc qui n'est pas connectée pour deux raisons. Le client, il s'en fout, il ne veut pas. Il n'y a pas de Wi-Fi, il ne veut pas. Même la 4G, ça n'intéresse pas. Et la deuxième raison principale, c'est les niveaux de prix. Parce que la Gateway, elle ne coûte pas très cher, mais ça coûte un peu. La connectivité, ça coûte, enfin bref. Et on est arrivé à une super plateforme avec toutes les informations pour les machines connectées et rien sur les machines non connectées. Et donc, on a rapidement mis en place avec Ingéli juste un système de décorréler la machine connectée et non connectée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a la même interface, qu'elle soit connectée ou non. La seule différence, c'est que toutes les informations, alarme, données, température, pression, etc., si la machine n'est pas connectée, on ne les remonte pas. Mais sinon, l'interface est exactement la même. C'est-à-dire le niveau de documentation, de troubleshooting, etc. est exactement le même. Ce qui permet à tous nos techniciens et à tous nos clients de répondre avec la même qualité sur un produit connecté ou non connecté. Effectivement, au début, on n'y avait pas pensé.
Et puis derrière, surtout la base de connaissances a grandi au fur et à mesure, parce qu'au départ on était focalisé sur IoT. Le fait de faire toute la partie SAV, de documenter ça, on a pu avec l'ERP remonter jusqu'à 2014 sur les numéros de série. Il y a même certains aujourd'hui qui sont en dessous, qui ont des parcours spéciaux dans l'outil pour être quand même pris en charge pour que tout soit homogène dans l'outil. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, n'importe quel collaborateur ou partenaire qui est client chez vous, il a une version de l'application smartphone orientée pour les pros et il peut avoir accès avec le numéro de série à des informations de choses qui ont déjà plus de 10 ans. Donc c'est un système qu'on a pensé comme ça. Même au niveau IoT, certaines machines, dans l'absolu, les clients ne le font pas, mais ça pourrait. On pourrait très bien reconnecter des machines d'il y a 5-6 ans avec le même boîtier, ça fonctionnerait aujourd'hui. Ouais, bon, on le fait de temps en temps, des histoires de stock qui ont un petit peu traîné, des choses comme ça. Je vais dire une bêtise, mais je crois que c'est 2020, Max, peut-être, où on peut reconnecter avec les mêmes modes bus, on peut venir installer un boîtier même s'il n'a pas été installé à la base. Donc on arrive quand même à faire du rétrofit. Ouais. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait une gamme que tu voulais pas connecter parce que tu la sentais vieillissante, qui représentait 40% de ton parc à l'époque. Le fait d'avoir intégré de la connectivité, ça a gommé quasiment cette gamme-là, qui devient, je ne sais pas quelle est la part de marché aujourd'hui, mais elle est quasiment marginale. Donc on va arriver vers du tout connecté d'ici 2-3 ans, quoi. On va très certainement aller vers du tout connectable. Est-ce que ça sera connecté? Après, voilà, il faut que le client fasse l'effort, mais en tout cas, on arrive. Le modèle IoT qu'on a transformé vers une amélioration du service client, on arrive à le déployer sur tous les produits. Même certains produits dont on n'avait pas pensé au début, parce que plus on en a, plus on en veut. Donc on y va. Au début, c'était que les gros produits, les pompes à chaleur. Maintenant, on fait de la désu, on va faire du solaire. Enfin voilà, il y a toute une démarche derrière qui s'implémente naturellement. C'est tout bon? Quelqu'un d'autre? Bonjour. Bonjour. J'avais une question par rapport du coup au futur de votre collaboration notamment. Est-ce que on voit que vos deux sociétés sont très dans ce projet sont très liées à l'avenir, est-ce que la société Ingéli projette de donner plus de contrôle Polytropique pour continuer sur les prochaines gammes et dans les années à venir En fait, ou est-ce que vous comme on fonctionne aujourd'hui, on paye les développements spécifiques qui sont vraiment qu'on souhaite nous-mêmes. Après, on a toute la suite de logiciels Ingélink qui est sur étagère, qui est disponible. On paye comme n'importe quel éditeur de logiciel des fees, des cotisations annuelles. Et à nous d'utiliser ces logiciels, de les remplir et puis voilà. Mais c'est vrai que sur tout ce qui est troubleshooting, intégration, on est autonome. C'est tout fait par nos gars, par Maxime notamment, par d'autres collègues. On est complètement autonome là-dessus. La seule chose qu'on fait, à ma connaissance, tu me diras FX, mais quand on a des nouvelles gammes, des nouveaux patents de numéros de série, on vous les donne pour qu'on les retrouve, qui remontent. Voilà, c'est tout. Ça, après, tout se fait. De maintenance standard qui s'intègre. Nous, notre logique, ça a toujours été sur les clients qui n'achètent pas du surétagère, qui dérivent du surétagère pour des intégrations custom. Après, on sait qu'on dédie des ressources. Il y a toujours un interlocuteur privilégié. Bon, la réalité, c'est que l'IoT, c'est tellement technique que chez Polytropique défile un coup l'ingénieur sur l'IoT, un coup celui pour la 4G, un coup celui pour le logiciel. Mais ça, on a l'habitude parce qu'en fait, pour chaque niveau technique chez nous, il y a l'équivalence de service finalement chez vous. Et donc, en fait, effectivement, dans ce genre de collaboration où on est sur de la grosse intégration adaptée, où on est tous les deux intéressés dans le sens où plus Polytropique vend, plus nous on vend de l'IoT. Donc l'un dans l'autre on est intéressés. Donc on est vraiment une démarche où on fait des réunions entre dirigeants pour travailler sur la vision, on fait des réunions entre techniques pour réfléchir aux éléments. Et c'est pour ça qu'on devient, alors qu'on a simplement une relation contractuelle de sous-traitance finalement, on devient dans une démarche de partenariat où on travaille comme si, moi ce que je dis à mes équipes c'est toujours, vous êtes chez le client comme si c'était votre entreprise. Le produit, il faut que vous vous l'appropriez parce que de l'idée que va germer des équipes de Polytropique, il va falloir le traduire en quelque chose d'intelligent et qui soit économiquement faisable. Donc ça, c'est à nous d'être pertinent et d'être proactif là-dessus. Et c'est un vrai travail que j'ai toujours fait même dans mes anciens métiers, mais qui n'est pas toujours évident à faire. Et aujourd'hui, on est assez fiers parce que chez Ingéli, sur tous nos clients, sur des produits très custom, on travaille comme ça. Ce qui nous permet, des fois, ils nous donnent une idée. Ah ouais, on n'y avait pas pensé sur le logiciel SAV de faire ça. Et ben ça, on va pas c'est pas un développement spécifique. On est convaincu que cette fonctionnalité-là va aller à tout le monde. Et ben on fait le développement et on l'intègre dans le process de déploiement. Et donc, oui, éventuellement, les solutions développées
pour une entreprise peuvent servir à d'autres partenaires. Systématiquement, c'est notre approche depuis le départ. C'est un gros pari parce que ça nous demande énormément de R&D en interne. On a une approche depuis 8 ans en fonds propres. C'est-à-dire qu'on fait, sur le papier, on fait les mêmes choses que des startups, mais on l'a fait à l'envers. C'est-à-dire qu'on essaye de financer au fur et à mesure. L'idée derrière ça, c'est que nos clients, plus on mutualise des produits, moins ça coûte cher à tout le monde. On applique au logiciel la même logique que toi tu appliques sur tes gammes en fait. C'est la même logique. Donc ce qui fait que finalement, on a une capacité à prendre de la R&D. Là, au salon, on présente un nouveau produit qu'on a développé avec d'autres partenaires qui n'a rien à voir avec ce sujet-là, qui est pour l'intérieur de l'usine. On l'a entièrement autofinancé. Merci à vous. Merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions ? Bon écoutez, merci à tous de votre écoute, j'espère que vous avez Merci intéressé. beaucoup. Et puis si vous avez d'autres questions plus techniques ou d'autres points de vue, n'hésitez pas à passer sur nos stands, on est disponible pendant les 2 jours.